États-Unis entendent frapper l'État islamique dans ses sanctuaires en Irak ou en Syrie, mais les djihadistes ont pour la première fois abattu un avion de l'armée syrienne aujourd'hui. Le Parlement ukrainien vote une loi accordant plus d'autonomie aux régions de l'Est, mais les rebelles pro-russes continuent ce soir de réclamer une indépendance totale. Les combats ont fait de nouvelles victimes aujourd'hui. Les États-Unis vont dépêcher une force d'intervention sanitaire en Afrique pour lutter contre le virus Ebola. 3000 personnels de l'armée avec du matériel médical perfectionné. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, on est ensemble pendant 1h30 ce soir pour évoquer tout d'abord longuement la mise en place de la stratégie américaine visant à éradiquer l'État islamique. Des frappes aujourd'hui qui ont touché pour la première fois les positions des djihadistes autour de Bagdad. Jusqu'à présent, c'est le nord de l'Irak qui était visé. Et puis des propos plus précis ce soir du secrétaire d'État à la Défense qui vient d'annoncer que les sanctuaires de l'État islamique situés en Syrie, on pense notamment à la ville de Raqqa, seraient visés. On va en parler longuement avec nos invités. Bonsoir Emmanuel Navon, bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonsoir Michael Horowitz, bonsoir. Vous êtes analyste en géopolitique spécialisé notamment dans tout ce qui touche au terrorisme. Et on parlera également de ces nouvelles alliances contre nature, mais qui pourraient se focaliser donc autour de cette coalition Al-Qaïda qui appelle à faire barrage donc à cette coalition aux côtés des djihadistes de l'État islamique. Nous retrouverons dans un instant également nos envoyés spéciaux qui sont ce soir sur le plateau du Golan à la frontière israélo-syrienne pour évoquer donc à la fois la situation à cette frontière toujours très agitée avec Elliot Schenberg, Léa Berdugo et Sami Abou Diab, donc une situation toujours très instable dans cette région. On y va tout de suite, c'est parti. Destroying ISIL will require more than military efforts alone. It will require political progress in the region and effective partners on the ground in Iraq and Syria. Our military actions must be part of a whole-of-government effort that works to disrupt ISIL financing, interdict the movement of foreign fighters across borders, and undermine the ISIL message. Voilà, on vient de voir ces dirigeants américains, ces hauts responsables, et notamment Chuck Hagel qui s'exprimait devant le Congrès tout à l'heure donc à Washington. C'est vrai qu'on commence un peu à y voir plus clair dans cette stratégie américaine telle qu'elle veut s'appliquer. On a vu aujourd'hui des frappes autour de Bagdad notamment, et puis donc ces menaces qui visent les sanctuaires de l'État islamique. Emmanuel Navon, ça se situe donc à Raqqa en Syrie. Ça veut dire que clairement maintenant les États-Unis vont frapper là où ça doit faire mal? Tout à fait, je pense qu'ils ne font plus de distinction, comme d'ailleurs l'État islamique du Levant lui-même, entre les différentes frontières de la région. Là où l'État islamique se trouve, les États-Unis frapperont, qu'il s'agisse de l'Irak du Nord ou de la Syrie. Et c'est un développement significatif parce qu'il y a exactement un an, le président Obama avait menacé de bombarder la Syrie suite à l'usage des armes chimiques par Bachar Assad. Il ne l'avait finalement pas fait, suite à l'accord qui avait été conclu à l'époque avec la Russie. Aujourd'hui, il y a des bombardements américains en Syrie. Michael Horowitz, c'est effectivement un développement attendu, important, et qui peut justement nuire à l'efficacité de l'État islamique? Oui, il était évident que, si vous voulez, que pour combattre l'État islamique, un État qui s'étend de la Syrie à l'Irak, il fallait viser ces forteresses, entre guillemets, que sont Raqqa et aussi des réseaux. Et donc il ne fallait pas se limiter à l'Irak. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, il y a eu un avion qui a été donc détruit par l'État islamique. Un avion syrien qui a été détruit par l'État islamique. Il faut prendre ça comme un message de l'État islamique. Si vous voulez, c'est une réponse de l'État islamique à la prochaine mobilisation, à la prochaine frappe américaine, si vous voulez, puisque l'État islamique, en fait, cherche à faire passer le message. Nous ne sommes pas
n'importe quel groupe terroriste. Nous avons des moyens financiers, des moyens militaires qui sont tout à fait différents de ce qui a été vu, si vous voulez, dans les opérations comme l'opération en Afghanistan. L'État islamique est capable de soutenir une guerre contre une armée comme l'armée américaine, et on se dirige en fait vers une guerre qui est une guerre d'attrition, bien plus qu'une guerre, si vous voulez, une blitzkrieg, une guerre fulgurante comme on a pu voir par le passé. Donc c'est un message qui est assez clair aussi, qui est donné par les islamistes et les djihadistes syriens et irakiens. Et d'ailleurs, les Américains n'excluent pas, ce soir, ça aussi c'est nouveau, c'est important, de mettre au sol, avec l'armée irakienne, eh bien, plusieurs de leurs conseillers, entre guillemets, militaires, qui sont en fait des soldats qui sont aux côtés de l'armée irakienne. Vous savez, la guerre du Vietnam a commencé avec des conseillers militaires sur le terrain. À l'époque, d'abord le président Kennedy, ensuite Johnson avait parlé uniquement de conseillers. On s'est retrouvé après avec des centaines de milliers de soldats. Donc il y a un précédent qui peut indiquer ce qui serait l'issue de tels conseillers sur le terrain. Ce qui serait effectivement l'ironie du sort, que Barack Obama, qui s'était fait élire entre autres sur la plateforme de faire sortir l'armée américaine du sol irakien, la reconduirait vers la fin de son mandat. Et là, je dois dire qu'une autre question se pose, et qui est la coopération ou le manque de coopération éventuelle de la Turquie, puisque déjà en 2003, la Turquie de Erdogan, qui venait de se faire élire, avait refusé aux États-Unis et à la Grande-Bretagne d'utiliser le terrain de la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, pour attaquer l'Irak du Nord. Depuis, Erdogan n'a fait que se radicaliser, de se rapprocher de l'Iran et de renforcer sa politique étrangère pan-islamique. Donc on le voit difficilement aujourd'hui, alors même que la Turquie est la principale porte d'entrée des djihadistes européens vers l'État islamique du Levant, ce qu'on appelle l'autoroute djihadiste. On voit difficilement aujourd'hui Erdogan collaborer avec les États-Unis pour un renforcement de la présence militaire américaine sur le sol au nord de l'Irak. Alors on s'arrête justement sur ce rôle un peu obscur de la Turquie, c'est vrai, dans cette crise, puisqu'on lit aujourd'hui qu'environ 1000 Turcs feraient partie des rangs de l'État islamique, et qu'en même temps la Turquie annonce qu'elle va créer cette sorte de zone tampon pour contrôler un peu les flux. Est-ce qu'on peut avoir confiance en la Turquie aujourd'hui, Mikael Horvitz ? Je crois que la question se pose effectivement. D'abord parce que la Turquie a été utilisée effectivement pour le passage des djihadistes. Lorsque vous êtes un djihadiste, disons que vous venez de Tunisie ou de Libye, vous passez d'abord par Istanbul, puis ensuite vous allez vers la frontière syrienne et vous passez en voiture en Syrie. Donc si vous voulez, on peut se demander quel a été le rôle direct ou indirect de la Turquie dans ce flux de djihadistes et à quel point la Turquie a l'intention, si vous voulez, de mettre un terme à cette autoroute, ce que vous avez appelé, ce qui est le cas, une autoroute djihadiste qui a permis le renforcement de tous les groupes djihadistes en Syrie. Si vous voulez, la Turquie a joué un jeu assez trouble, qui était un jeu qui visait initialement à affaiblir le régime d'Assad et qui aujourd'hui se retourne complètement contre la Turquie. Et donc ça va être une question assez essentielle de la prochaine opération américaine, qui va être donc de savoir quel est le rôle de la Turquie. Mais si vous voulez, c'est la porte d'entrée vers un sujet qui est un peu plus vaste, c'est-à-dire quelles vont être les conséquences de cette intervention. Vous avez en fait, si les Américains ne veulent pas envoyer de force au sol, vous avez 3 acteurs à qui l'intervention va bénéficier en affaiblissant l'État islamique. Le premier, c'est ceux qui sont les plus médiatisés, c'est les Kurdes. C'est une minorité en Irak qui a jusqu'à présent réussi avec les frappes américaines à enregistrer quelques succès contre l'État islamique. Mais vous avez 2 acteurs qui sont bien plus inquiétants. Le premier, c'est le régime d'Assad. Que vous soyez allié avec le régime d'Assad ou que vous ne le soyez pas, que vous le déclarez lié ou pas, l'État islamique, c'est un des opposants du régime de Bachar al-Assad, et on ne sait pas quelle va être la réaction de Bachar al-Assad sur l'intervention américaine. Il y a une mise en garde, les Américains. Il y a une mise en garde. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ça peut faire le jeu. Si vous voulez, Assad peut sortir son épingle du jeu de ce micmac entre guillemets géopolitique. Et le troisième acteur, qui est bien plus inquiétant, c'est l'Iran. L'Iran, il ne faut pas oublier qu'une grande partie des soldats qui se battent contre l'État islamique, ce sont des milices chiites, ce sont des soldats iraniens et ce sont des milices iraniennes. Donc si vous voulez, la question est de savoir, lorsque vous reprenez un village, une ville à l'État islamique, qui
va prendre le contrôle de cette ville. Ouais. Et c'est une question qui sera essentielle par la suite. Ouais, alors on parlera justement du rôle de l'Iran en Syrie en retrouvant tout à l'heure notre envoyé spécial Léa Berdugou. On revient tout d'abord en images sur les faits marquants de cette journée. Julia Ganancia. Première frappe américaine près de Bagdad. En Irak, les Américains ont visé une position de l'État islamique à Sadr al-Youssoufie, située à 25 km au sud-ouest de la capitale. La ville est située au bord de l'Euphrate, entre le bastion djihadiste de Fallujah et la zone d'affrontement de Jarf al-Sarer, où l'armée irakienne, appuyée par des milices alliées, a du mal à tenir ses positions. Selon le commandement de l'armée américaine, ce bombardement avait vocation à soutenir l'armée irakienne dans son offensive contre les terroristes. Depuis le 8 août, les forces américaines ont mené au total 162 raids aériens contre l'État islamique, qui contrôle quelques 40% du territoire irakien ainsi qu'un quart de la Syrie. La Syrie où justement les djihadistes de l'État islamique ont abattu ce mardi un avion militaire syrien au-dessus de Raqqa, leur bastion. L'appareil qui était en train d'effectuer un bombardement sur Raqqa, quand il a été abattu, s'est écrasé sur une maison de la ville, faisant des morts et des blessés. Pour tenter d'anéantir ces djihadistes qui occupent de larges pans des territoires irakiens et syriens, les États-Unis tentent de bâtir une large coalition impliquant des pays arabes. Mais les branches maghrébines et yéménites d'Al-Qaïda ont appelé les djihadistes en Irak et en Syrie à s'unir contre la coalition hostile au groupe de l'État islamique. Dans ce communiqué sans précédent, les deux groupes exhortent leurs frères moudjahidines en Irak et au Levant à cesser de s'entretuer et à s'unir contre la campagne de l'Amérique. Cet appel s'adresse aussi à l'opposition syrienne modérée qui cherche à renverser le président Bachar al-Assad et qui est soutenue par les États-Unis et leurs alliés arabes. À Washington, la Chambre des représentants devrait débattre et voter d'ici mercredi d'un plan autorisant le Pentagone à équiper et entraîner les forces rebelles syriennes modérées, une autorisation réclamée par Barack Obama. Voilà, et justement, on vous disait tout à l'heure, Chuck Hagel, le secrétaire d'État à la Défense, qui s'exprimait devant le Congrès il y a quelques minutes. On en écoute un petit extrait, tout de suite. Nous sommes en guerre contre l'État islamique comme nous sommes en guerre contre Al-Qaïda. Cela exigera plus qu'un simple effort militaire. Cela exigera des développements politiques dans la région et des partenaires efficaces sur le terrain. Ah, les États-Unis qui ont reconnu d'ailleurs tout à l'heure que certains de leurs alliés au Moyen-Orient avaient pu financer l'État islamique, sans citer nommément de pays, mais enfin on les connaît, Emmanuel Navon. Alors cette alliance Al-Qaïda, État islamique, ça peut être quand même quelque chose qui peut modifier ou pas la situation sur le terrain ? Je ne pense pas. Il est bien entendu qu'Al-Qaïda ne se rangera pas du côté des États-Unis, ne collaborera pas avec les États-Unis. Il s'agit essentiellement d'une rivalité inter-islamiste entre ces groupes fanatiques. Al-Qaïda étant sur la défensive depuis plusieurs années, après l'élimination de Oussama Ben Laden et d'autres dirigeants de Al-Qaïda, c'est une organisation qui aujourd'hui est sur la défensive, alors que l'État islamique du Levant aujourd'hui, comme votre reportage l'a rappelé, contrôle pas moins de 40% de l'Irak et à peu près le quart de la Syrie, ce qui est énorme, et a prouvé aujourd'hui qu'il avait des capacités anti-aériennes après avoir abattu un avion syrien. Donc Al-Qaïda se sent un peu, je dirais, dépassé par l'État islamique. Ce n'est pas que tout d'un coup Al-Qaïda se soit rangé du côté des États-Unis, pas du tout. Ouais. C'est votre avis ? Al-Qaïda, cette alliance-là, c'est... Oui, je crois qu'il y a quand même une différence et une conséquence à cet appel. D'abord, il faut préciser un peu, si vous voulez, dans quel cadre on se situe. Vous avez eu en fait des rivalités qui sont effectivement internes entre la branche d'Al-Qaïda officielle en Syrie qui s'appelle Jabhat al-Nusra et l'État islamique au Levant et... si vous voulez, en Irak et au Levant, qui en fait a fait scission d'Al-Qaïda et a mené des combats. Il y a eu de vrais combats entre Jabhat al-Nusra et l'État islamique. Donc si vous voulez, il y a quand même une différence et une conséquence directe que peut avoir cet appel à l'union, qui est un appel à l'union de branches différentes que Jabhat al-Nusra. Donc il faut prendre les choses si vous voulez, dans leur contexte. Mais si elle se réalise, cette union, on va quand même avoir, si vous voulez, une alliance plus vaste de djihadistes qui jusqu'à présent se battaient entre eux contre un allié américain qui représente, si vous voulez, l'épouvantail pour les djihadistes. Et il n'est pas impossible, par ailleurs, que l'État islamique l'ait voulu et qu'il attendait, si vous voulez, que cette alliance internationale, qui est le retour de ce qu'ils appellent les croisés américains, qu'ils appellent toujours les croisés,
puisse remobiliser et réunifier le chiisme, si vous voulez, le schisme, que vous aviez jusqu'à présent dans les branches d'Al-Qaïda. Avec des menaces aussi terroristes, formulées aujourd'hui contre les intérêts américains par l'État islamique à travers des sites internet. On retrouve un contexte finalement qu'on avait il y a quelques années encore avec cette guerre en Afghanistan qui occasionnait aussi des menaces pour les Américains partout. Oui, c'est clair que le combat des États-Unis hier contre Al-Qaïda, aujourd'hui contre l'État islamique, c'est également un combat sur la menace terroriste sur le sol américain depuis le 11 septembre, dont on a marqué le 13e anniversaire récemment. Les États-Unis, d'un autre côté, sont beaucoup plus protégés qu'ils ne l'étaient dans le passé contre des attaques terroristes sur leur sol ou contre des intérêts américains. Je crois qu'aujourd'hui, la capacité d'organisations terroristes tels que l'État islamique ou même Al-Qaïda, de véritablement conduire des attentats terroristes contre les États-Unis, en particulier sur le sol américain, sont nettement réduites comparé à ce qui était le cas avant le 11 septembre. Alors on a noté également aujourd'hui que la France avait effectué, on en a vu quelques images d'ailleurs tout à l'heure, des premiers vols de reconnaissance au-dessus de l'Irak. Les Français donc, qui envisagent de participer à ces frappes aériennes également. Est-ce que d'autres pays vont se joindre militairement? Est-ce que ça a une importance finalement que plusieurs pays participent à ces frappes, ou si les Américains sont tout seuls finalement ça ne changera rien? Si vous voulez, militairement, c'est les Américains qui vont mener l'opération qui va, si vous voulez, les frappes américaines vont continuer, elles vont s'étendre. La coalition qui est en train d'être formée aujourd'hui, c'est une coalition symbolique qui montre, en fait, si vous voulez, le danger et l'unité de la région contre l'État islamique. C'est une alliance qui ressemble en fait peu ou prou à celle qu'on a vue avant contre Saddam Hussein dans les deux guerres du Golfe, si vous voulez. C'est une alliance où au final les États, hormis la France et les États-Unis, ne vont participer que de manière très symbolique, en tout cas financièrement et militairement à cette opération. Donc c'est vraiment une opération, si vous voulez, politique, mais qui a son importance puisque, si vous voulez, il y a un problème politique en Irak qui va ne pouvoir être réglé qu'avec certains acteurs, dont certains acteurs comme l'Iran sont des acteurs, si vous voulez, compliqués et avec qui il sera difficile de discuter. Ouais. Et puis il y a aussi le cas d'Assad, donc à qui les Américains ont dit aujourd'hui attention de ne pas s'aviser de riposter en cas de frappe américaine sur le territoire syrien. Est-ce qu'à votre avis Assad a cette intention en tête, ou est-ce qu'au contraire il va laisser les Américains opérer à son avantage? Aujourd'hui, Assad, depuis maintenant plusieurs années, se bat pour sa survie politique. Il ne prendra pas le risque d'amener contre lui une intervention militaire américaine. C'est tout ce qui lui manque aujourd'hui pour perdre son régime. Après avoir massacré plusieurs centaines de milliers de Syriens et avoir maintenu son pouvoir par une force et une violence inouïe, il sait très bien qu'aujourd'hui, si les Américains s'en prenaient à lui, alors il ne tiendrait pas très longtemps. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Poutine était venu à sa rescousse il y a un an, lorsque Obama avait menacé de frapper Assad suite à son usage des armes chimiques. Je ne pense pas également que Poutine interviendrait dans le cas d'attaque américaine contre le régime de Assad, parce que en ce moment, Poutine, avec la crise ukrainienne, n'est pas, à mon sens, en mesure de confronter les États-Unis sur le dossier syrien. Donc très clairement aujourd'hui, Assad est à la merci des Américains, il ne prendra aucun risque vis-à-vis de l'armée américaine. Alors c'est justement une question qu'on a voulu poser aujourd'hui aux citoyens israéliens qu'on aura tout à l'heure. Donc sur cette attitude des Américains avec Assad, comment justement coopérer ou pas, collaborer ou pas avec les autorités, le régime syrien en place à l'occasion de cette coalition? Eh bien écoutez les réactions de citoyens israéliens dans les rues de Tel Aviv aujourd'hui. Nous devons tous nous unir contre le terrorisme, l'Irak, la Syrie, peu importe, et aspirer à un monde plus sûr, moins radical. Il n'y a aucune raison pour que celle qui prétend être la plus grande démocratie du monde coopère avec un dictateur cruel qui agresse son peuple à coups d'armes chimiques et d'armes conventionnelles. Face à la menace de l'État islamique, je pense qu'il faut collaborer avec tout le monde. Ça pourrait également nous ramener à la table des négociations.
Je pense que créer une coalition avec le mal, avec des dirigeants corrompus, ça mène peut-être au résultat souhaité à court terme, mais à long terme, c'est une alliance inacceptable qu'il ne faut pas former. Voilà donc pour ces témoignages recueillis dans les rues de Tel Aviv aujourd'hui. Alors on évoquait le rôle tout à l'heure de la Turquie qui est obscur, notamment par rapport à l'éventualité d'accueillir sur son sol, c'est ce qu'ont dit les dirigeants turcs aujourd'hui, les dirigeants des frères musulmans qui seraient expulsés du Qatar. Il y a quoi? Il y a une espèce de transvasement, on va dire, des groupes terroristes là, oui, du Qatar. Oui, vous avez un jeu de balancier, si vous voulez. Aujourd'hui, le Qatar en fait, a subi des pressions assez importantes pour que ce pays, donc, qui est un pays du Golfe, cesse de supporter les frères musulmans, qui sont pas tout à fait, si vous voulez, il faut quand même pas faire la confusion entre Al-Qaïda et les frères musulmans, mais vous avez si vous voulez, un grand jeu diplomatique aujourd'hui dans la région entre les pays qui sont les supporters des frères musulmans et les pays qui lui sont opposés, comme l'Égypte ou la Jordanie ou l'Arabie Saoudite. Donc, si vous voulez, dans ce jeu-là, la Turquie, clairement, a mis ses pions sur les frères musulmans et le parti d'Erdogan est une branche des frères musulmans. Le Qatar, donc, il se débarrasse ou pas des frères musulmans, qui joue un jeu plus franc, vous trouvez, ou pas, Emmanuel Navon? Je pense qu'en ce qui concerne le Qatar, c'est plus une opération de relations publiques qu'un véritable changement de politique. Mais en ce qui concerne la Turquie, je crois que malheureusement aujourd'hui, le rôle de la Turquie n'est plus ambigu comme il était dans le passé, il devient de plus en plus clair. Et la question de savoir quand est-ce que les États-Unis et quand est-ce que les pays européens vont appeler un chat avec la Turquie. Alors ils hésitent à le faire parce qu'après tout la Turquie est membre de l'OTAN. Mais on se retrouve aujourd'hui avec un membre de l'OTAN qui, il faut bien le dire, est devenu un cheval de Troie. Ce n'est plus la Turquie, bien entendu, d'Atatürk, mais même d'avant Erdogan. C'est une Turquie aujourd'hui qui fait passer de l'argent au Hamas, aux frères musulmans, qui accueille les frères musulmans qui sont expulsés du Qatar. Comme on l'a dit tout à l'heure, par le pays par lequel passent les djihadistes européens qui se rendent à l'État islamique. Et il faut bien reconnaître aujourd'hui que la Turquie est devenue un cheval de Troie au sein de l'OTAN. Les États-Unis et les Européens n'osent toujours pas le dire ouvertement. Ils continuent de traiter la Turquie comme si la Turquie avait une politique ambiguë, mais il faut bien reconnaître que la politique de la Turquie aujourd'hui n'a plus rien d'ambigu. Ouais. Et puis d'ailleurs le Qatar, on a annoncé, en tout cas le Hamas a tenu à le démentir tout à l'heure, que Khaled Meshal pouvait lui aussi faire partie peut-être de cette vague de personnes expulsées. Ce n'est pas le cas apparemment, ça a été démenti par le Hamas. Meshal reste pour l'instant au Qatar. Ça n'ira pas plus loin. On va s'en tenir aux frères musulmans, on ne va pas expulser le... Oui, les dirigeants, les principaux dirigeants qui ont été expulsés sont des dirigeants des frères musulmans en Égypte. Et donc, si vous voulez, le Qatar reste quand même dans sa position qui est une position ambiguë. Effectivement, l'opération qu'on a vue qui vise à expulser les frères musulmans, on attend de voir, si vous voulez, la mesure de ce qu'elle va donner. Et pour le Qatar reste dans le camp, si vous voulez, quand vous divisez le Moyen-Orient entre les pro et anti-frères musulmans, le Qatar reste dans le camp des frères musulmans. Et il mène une politique qui va, à mon avis, ne pas changer, puisque c'est dans son intérêt que, en fait, vous avez le réveil de ces puissances qui cherchent à combler un vide au Moyen-Orient, comme le Qatar ou comme la Turquie, et qui cherchent en fait à imposer leur marque. Et à être des acteurs incontournables dans la région. Alors je voudrais qu'on évoque en même temps, parce que la position d'Israël évidemment est toujours reliée à tout cela, même si Israël n'est pas un acteur direct de ce qui est en train de se passer. On apprend ce soir que discrètement finalement des négociations, sans que ce soit étalé au grand jour, ont lieu entre les Palestiniens et Israël et qu'un accord a été trouvé pour entamer la reconstruction de Gaza sous l'égide de l'ONU, tout en s'assurant que le matériel de reconstruction ne sera pas utilisé à d'autres fins. Est-ce qu'on peut avoir confiance? Si les Israéliens ont donné leur accord, c'est qu'on peut penser qu'ils ont confiance. Vous comprenez ou pas que Je veux dire, de facto, il y a un intérêt aussi bien d'Israël que du Hamas à arriver à une espèce de modus vivendi, mais qui se passe derrière les coulisses. Dans la mesure où le Hamas a véritablement besoin de se refaire une santé, si je puis dire, a besoin des finances du Qatar et de la Turquie pour reconstruire les infrastructures.
Israël a également besoin de voir quelle va être la situation maintenant que l'accord de cessez-le-feu a été conclu. Et de facto, pour l'instant, on est arrivé à une espèce de fonctionnement temporaire dans lequel l'ONU est impliquée pour vérifier que l'argent qui est transféré vers le Hamas va être utilisé uniquement à des buts civils pour la reconstruction. Donc je pense qu'Israël veut voir également, avant la poursuite des négociations sur la suite du cessez-le-feu, quelle va être l'efficacité ou le manque d'efficacité de l'ONU. Et si on parvient à une espèce de situation de calme relatif, où le Hamas, effectivement, ne recommence pas tout de suite et à grande échelle la reconstruction des tunnels, le réarmement, etc., je pense qu'Israël est en train de tâter le terrain et que le Hamas, effectivement, les deux parties, finalement, avaient un intérêt à essayer, en tout cas, cette espèce d'accord temporaire pour voir ce que ça allait donner. Ouais, il semble qu'on s'éloigne d'une perspective de reprise des combats, même si la date limite approche. Vous pensez que le Hamas, aujourd'hui, n'a pas du tout intérêt à reprendre, justement, l'affrontement avec Israël ? Je crois que le Hamas n'a pas intérêt s'il obtient une minorité, en tout cas une petite partie des conditions qu'il a demandées. Si vous voulez, la reconstruction, en fait, ce qui se joue aujourd'hui, c'est de gérer une certaine urgence. Cette urgence, elle est en fait, si vous voulez, la possible reprise des combats. Et la branche militaire du Hamas a dit très clairement que le 25 septembre, si certaines conditions n'étaient pas réunies, elle recommencerait à tirer. Alors, il faut prendre si vous voulez, ces déclarations avec mesure. Ce sont sûrement des déclarations qui sont faites pour mettre la pression sur les négociations, mais il faut, si vous voulez, si vous voulez remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que le Hamas a joué son va-tout, en fait, avec cette guerre. Et donc, il a besoin d'achever une certaine victoire symbolique pour, si vous voulez, se rétablir à Gaza. Et si cette victoire-là n'est pas achevée, il est possible que le Hamas, peut-être pas le 25 septembre, mais plus tard, refasse la même opération quand il aura rebâti ses tunnels, quand il aura rebâti son arsenal de missiles, et que donc on se retrouve avec un accord temporaire qui ne durera au final que très peu de temps. Voilà, en tout cas, on va en reparler. Tout cela, on recevra tout à l'heure d'ailleurs le nouveau porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, Emmanuel Nachshon. Merci Emmanuel Navod d'avoir été avec nous dans ce studio. Merci à vous, Michael Horowitz. On ira dans un instant retrouver notre envoyé spécial Léa Berdugo sur le plateau du Golan pour examiner de plus près la situation donc à la frontière entre Israël et la Syrie, en lien évidemment avec ce qui se passe en ce moment, notamment à Raqqa, donc on vous l'a dit, où l'État islamique devrait maintenant être frappé dans son sanctuaire, comme l'ont dit les États-Unis ce soir. Suite du Grand Direct dans un instant, restez avec nous. Les États-Unis entendent frapper l'État islamique dans son sanctuaire en Syrie et pour la première fois, évocation d'envoi de troupes américaines au sol aux côtés de l'armée irakienne. Le Parlement ukrainien vote une loi accordant plus d'autonomie aux régions de l'Est, mais les rebelles pro-russes continuent de réclamer une indépendance totale. Les combats ont fait de nouvelles victimes aujourd'hui. L'Amérique qui dépêche une force d'intervention sanitaire en Afrique et notamment au Libéria pour lutter contre le virus Ebola. 3000 personnels de l'armée avec du matériel médical perfectionné. Mais donc tout de suite pour évoquer la situation en Syrie où l'État islamique occupe une partie du nord du pays, mais également des combats qui continuent de faire rage le long de la frontière avec Israël sur le plateau du Golan. On va retrouver tout de suite, comme on vous l'a dit tout à l'heure, notre envoyée spéciale Léa Berdugo qui est sur place. Bonsoir Léa. Alors vous êtes à cette frontière israélo-syrienne, là où les casques bleus justement de l'ONU ont préféré se mettre en sécurité côté israélien.
Exactement, des centaines de casques bleus de la FNUOD, la force de l'ONU chargée du maintien de la paix entre Israël et la Syrie, ont quitté le territoire syrien aujourd'hui. Selon des témoins, ils ont rejoint la partie israélienne, donc annexée par Israël à la suite de la guerre des 6 jours en 1967. Les Nations Unies n'ont pas encore dit le nombre de casques bleus qui ont fui le territoire syrien, mais nous avons pu parler à un commandant de la FINUL, la force de l'ONU présente au Liban, qui nous a confié que selon lui, la quasi-totalité des soldats avaient quitté le territoire syrien. Alors pourquoi un retrait si massif et pourquoi aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que les combats entre les forces loyalistes et les rebelles syriens n'ont cessé d'augmenter d'intensité ces dernières semaines et que par conséquent les casques bleus ont fait face à de nombreuses attaques de la part des rebelles syriens et notamment des rebelles affiliés à Al-Qaïda comme le Front Al-Nosra. On se rappelle notamment de cet enlèvement des 45 casques bleus fidjiens qui ont été libérés seulement il y a quelques jours. Et la situation ne devrait aller qu'en empirant puisque les rebelles syriens ne cessent de gagner du terrain. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les rebelles seraient en passe de prendre le contrôle, vous l'avez dit, de plusieurs zones en Syrie et notamment de la province de Kounetra allant de la frontière avec la Jordanie jusqu'au nord du plateau du Golan, une région stratégique donc et une région qui coïncide également avec la zone où sont présents les casques bleus chargés du maintien de la paix entre Israël et la Syrie. Un travail donc difficile, voire impossible pour ces soldats aujourd'hui. Et puis Léa, il faut évoquer donc la situation maintenant au nord de la Syrie. Israël se retrouve également mêlé, indirectement en tout cas, à ces combats qui ont lieu dans le fief de l'État islamique. Exactement, les combats, on l'a dit, redoublent d'intensité. Aujourd'hui, un avion du régime syrien a été abattu au-dessus de Raqqa, une région considérée comme un bastion de l'État islamique. Des combats qui redoublent d'intensité dans toute la Syrie. Alors on se demande quel est le rôle d'Israël dans ce conflit et comment Israël se retrouve impliqué là-dedans. Eh bien tout simplement de par sa position géographique, elle a de nombreuses répercussions du conflit syrien, notamment des roquettes et des mortiers qui sont tombés en territoire israélien. Mais pas uniquement cela, puisque aujourd'hui, les services de renseignement israéliens nous révèlent qu'en tout cas, selon eux, des attaques des forces syriennes seraient contrôlées par l'Iran, notamment par les gardiens de la révolution. Donc Israël qui se retrouve impliqué de par sa situation géographique, on l'a dit, mais également de par l'implication de l'Iran. En tout cas, c'est ce que nous disent les services de renseignement israéliens aujourd'hui. Merci Léa Berdugou en direct donc du plateau du Golan, la frontière entre Israël et la Syrie. Peut-être un tournant important dans la crise que traverse l'Ukraine depuis des mois. Alors que les combats continuent à l'Est, le Parlement a voté aujourd'hui une loi qui accorde plus d'autonomie à ces provinces pro-russes et qui prévoit même de nouvelles élections locales à condition bien sûr qu'elles restent dans le giron de l'État ukrainien. Mais pour combien de temps encore, Leslie Rezoug? Le pouvoir de Kiev fait un geste envers les séparatistes pro-russes. Alors que le conflit s'enlise sur le terrain, le Parlement a finalement voté des mesures favorables aux insurgés. Proposées par le président Porochenko, ces concessions reprennent des points négociés lors de la signature du cessez-le-feu. Première décision, les régions séparatistes de Donetsk et Lugansk acquerront plus d'autonomie. Une mesure depuis longtemps réclamée par les séparatistes qui espèrent désormais un scénario semblable à celui de la Crimée. En mars dernier, les habitants de cette région avaient voté pour leur détachement total du pouvoir de Kiev. Des élections sont d'ailleurs prévues le 7 décembre prochain. Et un gouvernement provisoire devrait prendre ses fonctions très bientôt. Deuxième point accordé par le Parlement, une possible amnistie sous condition pour les séparatistes. Mais malgré cette tentative de sortie de crise, les séparatistes ont d'ores et déjà indiqué qu'ils refusaient l'autonomie proposée par le pouvoir. Dans un communiqué publié ce mardi, ils réclament leur indépendance pure et simple et estiment que le Donbass n'a plus rien à voir avec l'Ukraine. D'un autre côté, le Parlement a ratifié ce mardi l'accord d'association avec l'Union européenne. Si l'on prend en compte toutes les victimes sacrifiées au nom de cet accord, il semble que cela soit un texte juste, vital pour toutes les générations d'Ukrainiens qui croient en cet État et qui croient en l'avenir de l'Ukraine en tant que membre de l'Union européenne. C'est pourquoi l'Europe représente l'avenir de l'Ukraine. C'est un mouvement vers l'avenir pour laisser derrière nous l'ère soviétique. C'est une partie de notre passé.
Un nouveau rapprochement et une nouvelle manière de s'éloigner un peu plus de Moscou, un peu plus de 10 jours après la signature du cessez-le-feu. Un tremblement de terre a frappé l'est du Japon et notamment la capitale Tokyo. Aujourd'hui, moment de panique, vous allez le voir sur ces images, avec quelques blessés, une dizaine au total, victimes notamment de fractures lors de chutes, mais pas de dégâts majeurs. Magnitude 5,6 pour cette secousse. Il a quand même fallu arrêter le trafic ferroviaire et notamment les trains à grande vitesse Shinkansen pendant quelques minutes. Les États-Unis vont lancer une autre intervention d'envergure dans le monde, une intervention d'ordre sanitaire cette fois. Barack Obama a officialisé l'envoi de 3000 personnes en Afrique pour lutter contre la propagation du virus Ebola. Il s'agit de personnels militaires, médicaux, équipés qui vont donner évidemment un sérieux coup de main aux services locaux et notamment au Libéria, là où l'épidémie a totalement dépassé les services locaux. Joseph Emmanuel. Cette crise de santé à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent dans les temps modernes. Le virus Ebola continue sa progression et devient une épidémie qui dépasse toute capacité de contrôle. Déclaré en Guinée pour rapidement se propager au Sierra Leone et au Libéria voisin, le virus fait désormais peur au-delà de cette zone de l'Ouest africain. Barack Obama s'apprêterait à annoncer l'envoi de 3000 militaires américains pour participer à la lutte contre l'épidémie. Un centre de commandement sera installé dans la capitale du Libéria à Monrovia et distribuera en partenariat avec l'UNICEF des kits de protection destinés aux 400 000 familles les plus vulnérables. Lourdement engagée dans la mise en place d'une coalition en Irak, l'Amérique n'en oublie pas le danger planétaire que peut devenir Ebola et prend les chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé au sérieux. Le chiffre des personnes contaminées sera peut-être de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers, ce qui nécessitera une réponse beaucoup plus forte et rapide. 100 millions de dollars ont été consacrés par l'Amérique dans cette lutte contre la montre. Le Congrès devrait développer 88 millions supplémentaires, quand l'ONU parle d'un besoin qui atteindrait le milliard. Un plan d'action américain qui prend place dans une prise de conscience des pays directement concernés pour se traduire en actes politiques. 10 hauts responsables libériens ont été limogés pour leur absence du pays durant le mois d'août, quand leur présence fut exigée par la présidence. Avec près de 3000 morts sur 5000 contaminations, Ebola cristallise les craintes de pays coalisés autour d'un objectif, faire reculer la plus grave épidémie de cette fièvre hémorragique, identifiée en 1976. En Afghanistan, les talibans ont revendiqué ce matin l'attentat suicide qui a visé le secteur où se trouve notamment l'ambassade américaine à Kaboul. 3 soldats de l'OTAN, 2 Américains et un Polonais ont été tués, une quinzaine d'autres blessés. Attentat qui survient alors que le pays n'arrive toujours pas à sortir de la crise politique née du dernier scrutin présidentiel. Julia Ganancia. L'explosion massive secoue Kaboul vers 8h ce mardi matin. Le quartier visé abrite l'ambassade américaine, la Cour suprême et une base militaire. Selon le porte-parole de la police de Kaboul, cet attentat suicide à la voiture piégée visait un convoi de la Force de sécurité internationale de l'OTAN, l'ISAF. Cette force compte 41 000 soldats. Elle avait prévu de retirer toutes ses troupes de combat du pays d'ici à la fin de l'année, après 13 ans de présence qui n'ont pas permis de vaincre la rébellion menée par les talibans. L'explosion fait des dizaines de blessés et détruit plusieurs véhicules. J'étais en train de travailler quand j'ai entendu une explosion. Je ne sais pas si c'était l'explosion d'une bombe ou un attentat suicide, mais c'était vraiment horrible. J'ai vu des corps sur le sol et vous pouvez voir les dégâts causés par l'explosion juste à côté. L'attaque a aussitôt été revendiquée via Twitter par les rebelles talibans qui luttent depuis fin 2001 contre le gouvernement et ses alliés de l'ISAF, dirigés par les États-Unis. Sur les lieux de l'attentat, des soldats américains et polonais de la Force internationale de l'OTAN donnent les premiers soins à leurs camarades blessés. Certaines victimes civiles ont été soignées sur place, d'autres emmenées à l'hôpital. Nous avons reçu 16 civils blessés de l'attentat d'aujourd'hui. 10 d'entre eux ont des blessures légères. Les 6 autres sont dans un service d'urgence avec des blessures graves. Il s'agit de la première attaque dans la capitale depuis plusieurs semaines, alors que la classe politique afghane tente de mettre fin au blocage entre les deux candidats du second tour de la présidentielle de juin dernier, Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani, qui revendiquent chacun la victoire.
Dans le Sinaï égyptien, un attentat a visé un convoi de policiers. Aujourd'hui, l'explosion d'une bombe a fait 6 morts parmi les forces de sécurité égyptiennes. Attentat évidemment attribué aux islamistes qui sévissent dans ce secteur. Et puis on a peut-être assisté à une première rupture du cessez-le-feu conclu il y a 3 semaines maintenant entre le Hamas et Israël dans le sud. Tout à l'heure, dans la zone d'Eshkol, un obus de mortier a explosé sans que les sirènes d'alarme n'aient retenti. L'armée israélienne est en train de mener son enquête pour savoir si cet obus a été tiré ce soir ou bien s'il s'agissait d'une détonation liée au dernier conflit. En tout cas, les habitants du Sud restent toujours dans la crainte de voir ce conflit repartir, car ils n'ont toujours pas oublié le traumatisme de l'été dernier. Reportage sur place de Tal Shalev avec Leslie Rezoug. Il y a à peine 4 semaines, les habitants de la périphérie de Gaza vivaient en pleine zone de combat. Une vie sous les bombardements incessants des mortiers et des roquettes, sous les tirs d'artillerie et le bourdonnement des drones. Des communautés entières paralysées après la découverte d'un tunnel par crainte d'une infiltration. Aujourd'hui, la vie a repris son cours, mais c'est un retour à la normale bien relatif. La vie n'a rien de normal ici ces 14 dernières années. Quand on passe devant une crèche et qu'on voit un abri antimissile, ce n'est pas normal. Notre devise est devenue une vie normale dans une situation anormale. D'après les chiffres fournis par Tsahal, plus de 1400 roquettes et mortiers se sont abattus dans un rayon de 7 km autour de la bande de Gaza, sur la ville de Sderot et les dizaines de localités alentours. Certaines habitations situées à quelques centaines de mètres à peine de la frontière ne sont pas protégées par le système dôme de fer. Par ailleurs, les mortiers qui s'abattent en quelques secondes ne laissent pas le temps de se mettre à l'abri. Au cours de l'opération, beaucoup ont fui leur maison vers des régions plus sûres. Les 4 victimes civiles de l'opération Bordure Protectrice, dont le petit Daniel Tragerman, âgé de 4 ans, vivaient tous dans la région. Après l'opération, le gouvernement avait annoncé un plan d'aide de 400 millions de dollars, mais la décision attend encore d'être validée. De plus, l'avenir du plan de trêve du Caire reste incertain, tandis que la menace du Hamas perdure. Plusieurs ministres du cabinet de sécurité ont exprimé leur soutien aux habitants du Sud, une solidarité loin d'être réciproque. Car les habitants, eux, ne font plus confiance aux dirigeants et ils le disent haut et fort. Peu importe à qui je parle, qu'il soit de droite ou de gauche, nous avons compris que ce gouvernement n'a rien à faire des habitants ici. Certains exigent des solutions de défense actives, tandis que d'autres encouragent à reprendre la voie diplomatique. C'est le cas par exemple du mouvement L'Avenir du Negev, fondé suite à l'opération. Notre objectif principal est d'arriver à un accord. Je ne sais pas si ce sera avec le Hamas ou avec le monde arabe, mais nous voulons la paix et le calme dans la région. Nous pensons que cela ne pourra pas se faire par la force. Ils sont considérés comme les ouvriers du rêve de David Ben Gourion. Les habitants du Negev sont souvent admirés pour leur patience et leur détermination. Mais après 14 ans de guerre par intermittence entre Israël et le Hamas, la dernière opération pourrait bien être celle de trop. Voilà, et donc je vous le disais, confirmation à l'instant de l'armée israélienne qu'il y a bien eu un tir ce soir d'obus en provenance de Gaza sur la région d'Eshkol. Pas de victimes ni de dégâts, mais première violation donc de cette trêve. Pas de réaction pour l'instant de l'armée israélienne. Et cela intervient au moment où un accord a été conclu sous l'égide de l'ONU pour entamer la reconstruction de Gaza avec encadrement du matériel de reconstruction qui entrera à l'intérieur de ce territoire. Israël qui avait fait l'objet de vives critiques cet été. Et justement, l'on vient à se demander, lors d'une conférence qui avait lieu aujourd'hui à Tel Aviv, s'il est possible de critiquer Israël en temps de guerre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Reportage Maël Benoliel. La société israélienne est-elle capable d'exprimer plusieurs voix et de se remettre en question, particulièrement en temps de guerre ? Une question qui fait débat quelques semaines après la fin de l'opération militaire Bordure Protectrice dans la bande de Gaza. Une société sous le feu, c'est le titre donné à cette conférence organisée par 2 associations qui luttent pour les droits civils et la liberté d'expression en Israël. Il existe un sentiment chez une partie des Israéliens selon lequel on ne peut pas critiquer Israël. On est forcé au silence, on n'a pas le droit d'avoir un autre point de vue que celui de la majorité. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il serait bien d'organiser cette conférence afin d'en parler et de condamner toutes les expressions de racisme et de violence dans notre société.
Nous avons pu constater des phénomènes de racisme et de violence pendant la guerre. Et dans notre association, nous pensons que dans un pays démocratique, la résilience d'un pays, c'est aussi dans sa capacité de faire entendre toutes les voix, même celles qui nous sont désagréables. Une centaine de personnes s'est réunie dans un cinéma du centre de Tel Aviv. Le but, assister au débat mené par un panel de journalistes de tous bords politiques. Je pense effectivement que la société israélienne est capable de faire face à une certaine critique. Preuve en est cette conférence. Il y a des problèmes, de la violence et ce n'est pas facile d'être de gauche aujourd'hui. Et je crois aussi tous ceux qui disent que ce n'est pas non plus facile d'être de droite. J'ai un problème concret avec une partie de la gauche qui fait passer Israël pour un monstre, un pays qui serait responsable de tous les maux de la terre. Cela éloigne les chances d'une solution car les Arabes écoutent ce que dit cette gauche. Et quand ils entendent de la part de ces mêmes personnes qu'Israël est un monstre, qui commet des génocides, personne ne veut faire la paix avec un monstre. 1h30 d'échanges souvent houleux entre les différents intervenants. S'ils sont loin d'être d'accord, le débat aura au moins permis d'amorcer le dialogue et de démontrer qu'il est possible. N'est-ce pas là tout le but de cette conférence ? J'espère que les discussions que nous avons eues aujourd'hui peuvent être un début de progrès dans le dialogue pour que dans un futur proche, à la prochaine guerre, nous puissions avoir un vrai dialogue. C'est mon souhait en tout cas. Je comprends les bonnes intentions de cette gauche qui nous dit de faire attention à ne pas tuer des innocents. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, cela renforce la propagande antisioniste, anti-Israël et plus grave encore, antisémite. Au final, cette conférence aura eu le mérite de mettre deux valeurs fondamentales sur la table. D'un côté, la nécessité de préserver la liberté d'expression, de l'autre, ne pas servir les arguments des ennemis d'Israël. Une équation toujours délicate pour la démocratie israélienne. Voilà, et autre conséquence du conflit de cet été, les appels au boycott à l'extérieur, notamment visant des intérêts israéliens. C'est le cas notamment d'entreprises du secteur aéronautique, comme celui des fameux avions sans pilote ou des drones, où Israël est très présent. On est en présence ce soir, et je le remercie d'être avec nous, de Sébastien Hadjiman. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Vous êtes le PDG de Bright Star, qui est une société israélienne qui s'occupe justement notamment de ce secteur. Exactement, nous sommes une société de conseil opérationnel. Nous aidons les grands groupes israéliens à s'implanter un peu partout dans le monde, notamment en France. Et dans ce cadre-là, si vous voulez, nous les avons accompagnés la semaine dernière dans un des salons les plus importants au monde du drone, donc de ces fameux avions sans pilote, qui se déroulait à Mérignac, près de Bordeaux. Alors justement, que s'est-il passé ? On va voir des images, puisqu'on en a. Il y a eu une manifestation en fait qui illustre un petit peu le climat dans lequel, en ce moment, peut-être il est difficile pour les entreprises israéliennes d'évoluer à l'extérieur. Alors tout à fait, Jean-Charles. Donc on parle d'un salon qui rassemble des professionnels, qui s'adresse uniquement aux professionnels. On avait 400 exposants du monde entier. Et 6 sociétés israéliennes avec un pavillon israélien. Donc les organisateurs de ce salon ont donné une très grande importance à Israël, puisque Israël, il faut le savoir, est une des puissances technologiques dans ce domaine. C'est d'ailleurs un Français, David Harari, docteur David Harari, qui a inventé le drone en 1977. Et donc, il y avait évidemment la présence d'un pavillon israélien. Et c'est un collectif, sous un nom un peu bizarre, collectif pour une paix durable au Moyen-Orient, qui a manifesté devant cette organisation. Et donc, en creusant un petit peu, on s'est aperçu en fait qu'il s'agissait de BDS, cette fameuse organisation de boycott. Donc, qui appelle au boycott des intérêts israéliens partout dans le monde. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des conséquences ? Ou est-ce que c'est juste finalement une manifestation, puis derrière il n'y a pas de conséquences économiques ? Est-ce que vous en subissez des conséquences économiques ou pas ? On ne subit pas du tout de conséquences économiques, il y a juste un climat qui est un peu dérangeant, puisque en fait ce collectif était très pernicieux, puisqu'il s'attaquait en réalité au départ en disant qu'effectivement les drones à usage militaire, ils étaient contre, mais en fait dans ce salon, vous aviez des drones à usage militaire qui venaient de France, du Japon, des États-Unis, des pays du Golfe. Vous aviez des géants comme Dassault Aviation qui font aussi des drones, mais ils ne s'attaquaient qu'à Israël. Et c'est pour ça qu'en creusant un petit peu, on s'est aperçu qu'en fait, il s'agissait uniquement de cette organisation de boycott qui a pris un nom un peu déguisé en disant une paix durable et juste au Proche-Orient. Est-ce que c'est inquiétant ou pas pour les entreprises israéliennes aujourd'hui, ce climat ?
ou est-ce que finalement il suffit de faire peut-être le dos rond et d'attendre que ça passe, ou est-ce qu'il y a un vrai danger? Alors non, moi je tiens à souligner le courage des organisateurs du salon qui n'ont pas du tout cédé parce qu'on parle de quoi? On parle de 100 personnes en fait, c'est peut-être pas du tout une manifestation gigantesque, et ils n'ont pas du tout cédé à ce chantage, et ils ont donné une vraie possibilité aux sociétés israéliennes de venir présenter leur technologie. On n'a pas du tout eu aucune conséquence négative au niveau du taux de participation ou de personnes qui venaient nous rencontrer. Au contraire, je pense que ça nous a quelque part un peu aidé, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne rencontrait pas, par exemple, puisque nous on aide les sociétés en Allemagne, en Inde, en Chine, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas rencontré, notamment lorsqu'on était dans le salon ILA, qui est l'équivalent du Bourget en Allemagne. C'est quelque chose qui ne s'est pas du tout passé. C'est quelque chose qui est un peu typiquement français. Merci beaucoup d'être venu en parler, Sébastien Hadjiman. Donc je rappelle que vous êtes le PDG de la société Bright Star, et puis on note également aujourd'hui cet incendie criminel qui a visé un étage supérieur du bâtiment de la synagogue de Bruxelles, du quartier d'Anderlecht à Bruxelles. 3 personnes qui gardaient cette synagogue ont été légèrement intoxiquées par la fumée. Opération importante de la police israélienne la nuit dernière à Jérusalem-Est. Au moins 22 personnes, dont plusieurs mineurs, ont été interpellés. Ils sont suspectés d'avoir participé ces derniers temps à des émeutes dans les quartiers arabes de la ville, notamment des jets de cocktails Molotov contre des tramways ou des voitures appartenant à des juifs israéliens. La Grande-Bretagne attend fébrilement le vote prévu cette semaine sur l'indépendance de l'Écosse. Le oui continue d'avoir la faveur des sondages. Et dans les territoires palestiniens, justement, on suit avec intérêt ce processus, car les Palestiniens espèrent bien pouvoir un jour suivre la même voie. Et en attendant, eh bien, c'est avec la musique écossaise que les Palestiniens affichent leurs sentiments nationalistes. Léa Berdugo. Un défilé au son des cornemuses et des tambours, une vingtaine de scouts rassemblés autour de la musique écossaise. La scène ne se passe pas dans les Highlands, mais en Cisjordanie. Le référendum sur l'indépendance de l'Écosse qui se tiendra jeudi en inspire plus d'un, comme Khaled, qui s'identifie au peuple écossais. En tant que Palestinien, je vis sous l'occupation et je connais les souffrances infligées par l'occupant. Donc nous espérons que le peuple écossais vivra libre dans son État, dans une entité indépendante. La cornemuse fait donc ici figure de symbole de la résistance. Cet instrument a été introduit dans les territoires palestiniens par les Britanniques durant leur mandat. Ils ont également implanté le scoutisme avec un certain succès. La ville de Bet Jala, majoritairement chrétienne, compte 800 scouts pour 16 000 habitants. Et aujourd'hui, le scoutisme palestinien a clairement pris une dimension nationaliste. On joue l'hymne national palestinien, des chansons palestiniennes. On exprime le fait qu'on aime notre pays. On joue l'hymne national à chaque concert. C'est une preuve de notre amour du pays, une façon d'exprimer nos sentiments. La troupe multiplie également les actions de soutien. Il y a quelques mois, les scouts ont par exemple participé à la grève de la faim entamée par des prisonniers détenus en Israël, un moyen culturel pour un but politique, ou quand la musique sert de symbole nationaliste. Voilà, on parle de sport tout de suite après la musique. Les sports, c'est avec Lise Barenbaum. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la reprise ce soir, vous êtes sur votre 31, car c'est la reprise de Ligue des Champions, la compétition reine de football. On va parler tout d'abord d'un premier choc qui implique le finaliste, l'équipe surprise de l'an dernier, l'Atlético Madrid. Tout à fait, on a une belle affiche pour ce coup d'envoi de la compétition qui va nous occuper pendant 9 mois. Donc les Colchoneros, champions d'Espagne, vainqueurs de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, qui ont bien commencé leur saison. Les départs de grands joueurs comme Diego Costa ou Thibaut Courtois n'ont, semble-t-il, pas affaibli les matelassiers. D'ailleurs, l'entraîneur de l'adversaire grec, Michel, est assez inquiet. Il a déclaré que même si Diego Simeone a fait beaucoup de changements par rapport à ses joueurs, le niveau reste le même du côté de l'Atlético. On va écouter Mario Suarez Mata, milieu de terrain à l'Atlético, qui est assez confiant, vous allez voir, sur le niveau de son équipe. Nous savons que nous sommes l'Atlético Madrid. Nous savons gérer les situations. C'est ce que nous avons toujours fait lors de nos matchs, avec humilité et sagesse. Nous sommes sûrs que nous allons donner le meilleur et obtenir une belle récompense en retour.
Voilà pour l'Atlético. Alors le voisin de l'Atlético, lui, il va pas très bien et pourtant c'est le tenant du titre, c'est le Real. Et oui, le Real Madrid qui a gagné l'année dernière la Ligue des Champions, pas vraiment en confiance puisque la semaine dernière, effectivement, ils ont perdu à domicile au Bernabéu face à l'Atlético 2-1. Leur gardien mythique Iker Casillas a même été sifflé par ses propres supporters. Mais les merengues ont quand même une belle victoire au compteur déjà en début de saison. C'était la Supercoupe d'Europe face à Séville en août dernier. Là, ils vont devoir défendre leur décima puisqu'ils ont gagné 10 fois la Ligue des Champions. Ça va pas être facile puisque depuis 92, aucune équipe n'a réussi à gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions. Mais le club, on le sait, a un effectif de rêve. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, James Rodriguez et j'en passe. Mais attention, en face, il ne faut pas sous-estimer le club rhénan qui est entré cette année dans le top 20 européen. Donc peut-être que le petit pousset va un peu faire trembler le géant madrilène. Voilà, ça c'est effectivement l'une des peut-être surprises possibles ce soir pour cette première journée. Alors on parle maintenant d'un retour qui ne passe pas inaperçu, celui de Monaco, mais alors dans quel état ? Alors Monaco, 10 ans après la finale perdue contre Porto, revient en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Alors le club est très loin de viser le Graal européen comme pourrait le faire le PSG puisque les Monégasques ont un peu revu leurs objectifs à la baisse. Je vous rappelle qu'à l'intersaison, ils ont prêté leur star Radamel Falcao et ils ont vendu James Rodriguez. Donc on est loin du projet pharaonique qu'on entrevoyait l'année dernière. L'entraîneur portugais Jardim vient de subir sa 3e défaite en Ligue 1. Donc c'est un peu la crise du côté du Rocher. Voilà, c'est la crise du côté du Rocher qui va donc jouer son premier match ce soir face au Bayer Leverkusen. On reparlera évidemment demain des autres matchs. Il y a d'autres chocs attendus, notamment avec le Paris Saint-Germain à Amsterdam. Merci Lise Barenbaum. Le sport, donc, c'est chaque jour avec le magazine des sports présenté par Valérie Pérez sur i24 News. Et puis nous, dans un instant, le débat consacré à la politique israélienne, risque d'élection anticipée ou pas. Je vous rappelle l'information principale quand même ce soir. Pas de dégâts, pas de victimes, mais un obus de mortier tiré depuis Gaza a atterri tout à l'heure donc dans la région d'Eshkol. C'est la première rupture du cessez-le-feu enregistrée donc par Israël. A tout de suite.